Chers amis, j'aimerais pendant quelques instants réfléchir avec vous sur l'abolitionnisme au XVIIIe, XIXe siècle. Et pour cela, je commence par l'analyse d'une œuvre d'art qui a été réalisée par le peintre français Nicolas-François Gosse, intitulée Liberté, égalité, fraternité ou l'esclavage affranchi. C'est une œuvre qui a été commandée par la direction des Beaux-Arts. Au centre de cette œuvre apparaît Marianne, présentée sous les traits de la liberté, coiffée du bonnet phrygien. D'une main gauche levée, elle brandit les chaînes de l'esclavage aboli, et de la main droite, on peut découvrir un rameau d'olivier qui symbolise la paix. À la droite de Marianne se tient l'égalité, représentée par une jeune femme blanche. D'une main, elle porte le niveau en forme de triangle et de l'autre, elle tend la main à la fraternité, représentée par une belle esclave noire dont la poitrine plantueuse est dénudée et les entraves ouvertes tombent de ses pieds. La fraternité et la liberté se jettent un regard attendrissant et prônent par ce moyen la réconciliation. C'est ainsi que la Seconde République envisageait l'abolition de l'esclavage. Mais une analyse méticuleuse nous révèle en réalité qu'il s'agit d'une œuvre de propagande républicaine. Elle est destinée à montrer que la Seconde République est émancipatrice et philanthropique. Et c'est exactement pour des besoins de propagande républicaine que la figure du républicain Victor Schœlcher a été mise en avant, a dominé toute une époque. On a laissé entendre que ce dernier symbolisait l'ensemble du combat abolitionniste du XIXe siècle. D'ailleurs, le chantre de la négritude Aimé Césaire lui a adressé en 1948 un véritable panégyrique à l'occasion du centenaire de la Révolution de 1848. Aimé Césaire considère Schœlcher comme le plus efficace, le seul absolu, le seul conséquent des abolitionnistes. Antoine Gisler, un historien antillais, va dans la même direction lorsqu'il écrit ceci. Le mouvement abolitionniste en sommeil sous l'Empire et la Restauration reprend. Bientôt, il aura la fortune de rencontrer en Victor Schœlcher l'homme possédé qui ne cessera jusqu'à l'aboutissement définitif de harceler l'opinion publique et le Parlement. En effet, Schœlcher fait l'objet d'un véritable culte en Guadeloupe, en Martinique et par extension dans les anciennes colonies à esclaves. Plusieurs rues portent le nom de Victor Schœlcher, des monuments, des musées, des établissements scolaires. Voilà, nous nous sommes lancés après l'abolition de l'esclavage et plus tard dans un véritable culte voué à Victor Schœlcher. De Lépine-Édouard rappelle que notre culte de Schœlcher nous a aveuglés en nous empêchant de voir ceux qui ont combattu l'esclavage avant lui et avec lui. Je vous propose un résumé du mouvement abolitionniste français au XIXe siècle, et les questions que nous pouvons nous poser sont celles-ci. À quel moment apparaît-il en France? Comment s'organise-t-il? Quelle méthode d'action a-t-il mise en œuvre? Et pour quels résultats? On distingue, me semble-t-il, deux phases dans le mouvement abolitionniste français. Et je m'appuie sur les travaux de certains historiens tels que Marcel Dorigny, Bernard Guénaud, Nell Schmid, etc. La première phase du mouvement abolitionniste en France remonte au XVIIIe siècle, précisément avec l'apparition
de la Société des Amis des Noirs, fondée en 1788 à Paris. C'est une organisation qui fonctionne en deux temps. Une première période qui s'étend de 1788 à 1792 et une seconde période qui s'étend de 1796 à 1799. Deux noms pourraient être mentionnés s'agissant de la première forme de la Société des Amis des Noirs. C'est le nom de Jean-Pierre Brissot de Warville et celui du financier protestant Étienne Clavière. Ce sont principalement les deux animateurs de ce mouvement. Ils sont héritiers des Lumières qui affirment l'unité de l'espèce humaine indépendamment de la couleur de la peau des individus et de leur appartenance religieuse. La Société des Amis des Noirs se propose de lutter contre la traite négrière. Voilà l'objectif qui est clairement affiché. C'est un programme pour le moins modéré qui prend en compte les enjeux économiques, politiques de l'époque. La SAN est incontestablement influencée par les abolitionnistes anglais. Preuve en est, d'après l'historien Bernard Guénaud, la présence d'Anglais comme membre de la première Société des Amis des Noirs de Paris. Les membres de la SAN ne réclament pas l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, dans un journal, Brissot écrit ceci: « Non seulement la SAN ne sollicite point en ce moment l'abolition de l'esclavage, mais elle serait affligée qu'elle fût proposée. Les Noirs ne sont pas encore mûrs pour la liberté, il faut les y préparer. Telle est la doctrine officielle de la société. » Néanmoins, quelques chantres de la liberté incitent les esclaves à se révolter, et parmi eux, l'abbé Grégoire, qui est lui aussi membre de la Société des Amis des Noirs, le pasteur protestant Sigismond Froissart, les deux appellent de leur vœu un Spartacus noir. Citons, « qu'il naisse en Amérique », écrit Sigismond Froissart, « un Spartacus, et l'Afrique sera bientôt vengée des cruautés de l'Europe. » En effet, la révolte de Saint-Domingue de 1791 fait disparaître complètement la première Société des Amis des Noirs, puisque cette révolte des Noirs à Saint-Domingue effraie la population métropolitaine, et on considère que la SAN en est responsable, que c'est la SAN qui aurait poussé, incité les esclaves à se révolter. Et c'est ainsi que pendant quelque temps, la SAN disparaît complètement. Il faut attendre 1796 pour assister à une refondation de la SAN dont l'objectif est clairement annoncé. La Société des Amis des Noirs et des colonies poursuit un double objectif: la défense de la liberté générale et le maintien des colonies dans la République. Voyez, on a forcément ici un changement de ton. Il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité de la SAN des événements de Saint-Domingue, mais on montre bien que nous voulons le maintien de ces colonies dans le giron de la France. En effet, on le sait, depuis 1794, l'esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. Donc, la société veut s'assurer de la préservation de cette liberté. Mais pourtant, quand Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, il ne rencontre aucune opposition. À ma connaissance, nous n'avons pas de réaction militante de la SAN. Ce maintien de la liberté dont elle se proposait d'assurer, vole en éclats.
Napoléon ne rencontre pas une opposition ferme dans son projet de rétablir l'esclavage dans les colonies, dans toutes les colonies françaises. C'est ainsi que le mouvement abolitionniste français tombe dans un coma artificiel pendant plus de 18 ans. Il va falloir attendre les années 1820 pour assister à une résurgence, une réapparition du mouvement abolitionniste. Et en résumé, on peut dire ceci: de cette première période, le premier mouvement abolitionniste milite pour la suppression de la traite négrière et pour un adoucissement de l'esclavage, et pas du tout pour l'abolition du système esclavagiste en vigueur dans les colonies françaises. On assiste dès 1820 à un renouveau du débat abolitionniste en France, orienté d'abord selon des perspectives chrétiennes et évangéliques. On réfléchit pour savoir comment appliquer des préceptes bibliques aux problèmes sociaux, notamment à l'esclavage, considéré comme un état dégradant, source d'avilissement des Noirs. Les grandes figures de ce débat d'alors sont d'une part la Société de la morale chrétienne et d'autre part la Société française pour la suppression de l'esclavage. Quelques mots sur la Société de la morale chrétienne. Je l'ai signalé tout à l'heure, cette société est fondée en 1820 et tient sa première réunion en décembre 1821 à Paris. C'est une société d'inspiration plutôt libérale sur le plan à la fois théologique et politique, et elle renferme en son sein plusieurs personnalités telles que des hommes politiques, des financiers, des hauts fonctionnaires, plusieurs notables protestants, dont Charles Coquerel, Paul-Henri Marron, président du consistoire de l'Église réformée, et Frédéric Monod, une grande figure du protestantisme français. Cette société se propose d'appliquer les ordonnances du christianisme aux questions sociales. Son champ d'action ne se limite donc pas contre la traite des esclaves, mais s'étend également aux moyens d'éradiquer la pauvreté, la mendicité, l'alcoolisme, les prisons et la vie pénitentiaire, les méfaits des institutions de jeu et d'argent. Voilà une palette de propositions, de fléaux contre lesquels cette société se propose de lutter. Pour autant, l'un des objectifs majeurs de la Société de la morale chrétienne est de lutter contre l'infâme trafic des Noirs et réclamer des mesures de nature à améliorer la situation des Noirs maintenus en esclavage dans les colonies françaises. Vous aurez noté ce verbe du moins, améliorer. Il s'agit d'améliorer l'institution esclavagiste et non pas, la précision à son importance, de le supprimer. On ne veut pas supprimer l'esclavage, mais on va tenter de l'améliorer, de réformer les colonies à esclaves, mais tout en maintenant les esclaves dans une situation avilissante. Une autre société abolitionniste voit le jour en 1834, fondée par plusieurs personnalités, notamment le duc de Broglie, Passy, Isambert, Lamartine et François de Montrolles. Ce projet abolitionniste du XIXe siècle n'entendait pas suivre le même chemin et préférait laisser dans l'ombre un pan entier de son rattachement à la première société abolitionniste, la Société des Amis des Noirs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le débat. Les moyens d'action de ces sociétés, notamment la Société française pour l'abolition de l'esclavage, bien, sont des articles de presse. C'est une très bonne chose puisque la liberté de la presse est presque assez acceptée, garantie. Et ces auteurs publient plusieurs articles à travers lesquels ils remettent en cause le système esclavagiste en vigueur dans les colonies françaises.
Il publie également des brochures, des communications dans des revues savantes, accompagnées de lettres adressées aux chambres et au gouvernement. Signalons que le discours et les publications des abolitionnistes n'ont pas subi de censure directe sur le territoire français. En revanche, dans les colonies, les réactions étaient beaucoup plus violentes et empruntaient souvent des voies judiciaires. On se souvient que Cyril Bissette a été poursuivi en justice pour avoir diffusé en Martinique une brochure qui réclamait simplement les droits civiques pour les gens de couleur, c'est-à-dire les gens déjà libres. Et pour simplement cela, il a été poursuivi en justice, il a été considéré comme étant un banni, un citoyen banni de la France. Donc, plusieurs initiatives se multiplient au cours de cette période, de 1830 jusqu'à 1848, date à laquelle l'esclavage sera aboli. Je veux souligner une commission animée par le duc de Broglie qui annonce une date d'abolition de l'esclavage, mais sur plusieurs années, sur une quinzaine, vingtaine d'années. Et donc, cette commission se propose de réformer le système esclavagiste et non pas abolir l'esclavage. Face à la langueur du pouvoir, de ses nombreuses hésitations, le discours abolitionniste se durcit et va entrer dans une autre phase tout à fait différente. On va désormais réclamer à corps et à cri l'abolition immédiate et complète de l'esclavage dans les colonies françaises. Et plusieurs noms peuvent être mentionnés, mais je me limite au moins à ces trois noms que nous connaissons un peu mieux: Victor Schœlcher, Cyril Bissette et Guillaume de Félis. Ces trois hommes-là, on ne peut pas dire que l'entente serait particulièrement cordiale entre Cyril Bissette et Victor Schœlcher. C'est le pasteur de Félis qui tente de rapprocher ces deux personnalités, très fortes personnalités, et pour leur dire, tiens, essayons de nous concentrer davantage sur la question de l'abolition de l'esclavage et mettons de côté nos querelles personnelles. Faisons avancer la cause abolitionniste. Et c'est ainsi que Victor Schœlcher effectue un voyage en 1840 dans les colonies, 1840-1841 dans la Caraïbe, toute la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique, Cuba, la Jamaïque et Antigua. Et là, il découvre l'horreur, la violence du système esclavagiste dans les colonies. Et là, il deviendra un partisan de l'abolition immédiate et complète de l'esclavage, au même titre que de Félis. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Schœlcher considère de Félis comme étant notre maître à tous dans le combat abolitionniste de l'époque. Je signale également l'apparition de plusieurs campagnes de pétitions destinées à sensibiliser l'opinion publique autour de la question de l'esclavage dans les colonies. Il faut faire bouger cette opinion puisque de Félis considère que les esclaves sont à plus de 8000 km de la métropole et les gens ne savent pas ce qui se passe. Et nous avons déjà souligné l'opposition farouche des colons dans les colonies. Ils ne veulent strictement rien entendre puisqu'ils considèrent que leurs intérêts sont en jeu. Les abolitionnistes britanniques portent main forte aux abolitionnistes français et d'ailleurs les colons des colonies, les colons verront tout simplement un combat économique, disant que tiens, l'Angleterre incite à l'abolition de l'esclavage pour des raisons essentiellement économiques, pour affaiblir le commerce de la France. En 1846, de Félis publie une brochure retentissante,
dans laquelle il réclame l'abolition immédiate et complète des esclaves. Et cette brochure connaît un certain retentissement auprès de plusieurs militants abolitionnistes en France. Alors, tout ceci pour vous dire, voilà, dans ces années 30 à 48, l'état de la question en France, avec le mouvement abolitionniste qui s'affirme par plusieurs moyens, mettant en œuvre des stratégies pour faire avancer cette cause abolitionniste. Un mot doit être dit quand même au sujet des esclaves des colonies. Plusieurs romanciers soulignent le combat des esclaves, plusieurs historiens également soulignent ce combat des esclaves eux-mêmes. Il ne faudrait pas le renier et le nier non plus. Nous avons vu comment les esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés et ils ont obtenu gain de cause, ils ont obtenu leur liberté. S'agissant des esclaves Guyane, Martinique, Guadeloupe et peut-être la Réunion, nous ne notons pas énormément de révoltes. Il y a des moyens pour lutter contre ce système esclavagiste, notamment par un système d'empoisonnement, on le sait, ça a été prouvé, il y a beaucoup de travaux qui portent sur les empoisonnements. Nous avons aussi le marronnage, très connu dans les différentes colonies françaises, les esclaves qui refusent cette oppression et qui prennent la fuite, malgré la brutalité du Code noir, hein, qui promet des châtiments aux fugitifs, mais en tout cas, ils ne veulent pas. Il y a certains qui se suicident, d'ailleurs, rappelons-nous d'Elgrès, qui s'est suicidé lors de son insurrection, puisqu'il était poursuivi par l'armée de Richepense, et ces insurgés se sont donné la mort pour ne pas être remis en esclavage. Vivre libre ou mourir, tel était leur slogan. Mais en termes d'insurrection, de révolte, il n'y en a pas beaucoup. On ne note pas beaucoup de révoltes. Pourquoi? Tout simplement, d'après certains spécialistes, c'est que les colons avaient institué un système féodal dans les colonies à esclaves. Ils se comportaient comme de véritables maîtres, avec un pouvoir coercitif très violent, et tandis que les esclaves, j'ai souligné ceux qui prenaient la fuite, mais recouraient plutôt aux moyens juridiques. Ils voulaient racheter leur liberté et recourir aux moyens juridiques pour pouvoir l'obtenir. Donc là, c'est pour cette raison que nous n'avons pas beaucoup de révoltes violentes dans les colonies françaises. Alors, en conclusion, je vous ai simplement montré l'apparition du mouvement abolitionniste en France au XVIIIe, XIXe siècle, quelques moyens d'action pour critiquer et agir contre le système esclavagiste, quelques personnalités qui se sont distinguées dans le combat acharné contre le système esclavagiste en vigueur dans les colonies. Et voilà, en 1848, nous avons une abolition définitive de l'esclavage par le gouvernement provisoire de la Seconde République. Et nous connaissons ce décret, plus d'esclaves dans les colonies françaises, et les ex-esclaves deviennent des citoyens français. Est-ce que ce sont des citoyens français à part entière? Je ne dirais strictement non, des citoyens français entièrement à part. Je vous remercie.